L'Inde ancienne, berceau de la spiritualité, ça, on le sait. Mais était-elle aussi le berceau de technologies avancées, des millénaires avant tout le monde? C'est une idée qui enflamme les débats, et aujourd'hui on va creuser un peu tout ça. Alors, fermons les yeux un instant. Imaginons des fusées qui décollent dans le ciel de l'Inde védique, des chirurgiens capables de faire de la chirurgie esthétique, un pilier de fer qui, après 1600 ans, refuse obstinément de rouiller. Est-ce qu'on parle là de chapitres oubliés de notre histoire technologique ou bien de la réinterprétation moderne de mythes très puissants? C'est ce puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. À gauche, on a une sculpture qui vient d'un temple vieux de 1200 ans. À droite, une fusée bien de notre époque. La ressemblance est quand même troublante. Pour certains, c'est la preuve, là sous nos yeux, d'une connaissance aérospatiale antique. Et c'est cette simple comparaison visuelle qui est vraiment le point de départ de toute cette discussion. Commençons par examiner la thèse principale. Ce récit fascinant d'une époque perdue où l'Inde aurait atteint des sommets scientifiques extraordinaires. Et les exemples qui sont souvent cités sont incroyables. On parle de vimanas, des sortes de machines volantes décrites dans des textes sacrés. Il y a aussi le fameux pilier de fer de Delhi qui, on ne sait trop comment, résiste à la rouille depuis plus de 1600 ans. Ou encore le Sushruta Samhita, un texte médical ancien qui décrit des opérations chirurgicales comme la reconstruction du nez d'une complexité folle pour l'époque. Et que dire de ces navires géants ou des fusées utilisées bien avant qu'on ne le pense possible? Cette citation du docteur Raj Vedam, elle résume parfaitement cette perspective. L'idée, ce n'est pas seulement que ce savoir a existé, mais qu'il y aurait eu une sorte de volonté de l'effacer de notre mémoire collective. Une histoire perdue, peut-être même une histoire supprimée. Mais voilà, face à une affirmation aussi spectaculaire, il faut des preuves qui le sont tout autant. Alors changeons complètement de perspective. Comment est-ce que la science, disons conventionnelle, aborde ces affirmations? Eh bien, elle s'appuie sur un principe clé pour comprendre comment la technologie évolue. Ce principe, on l'appelle l'échafaudage de la science. L'idée, au fond, est très simple. Aucune grande découverte n'apparaît comme par magie. C'est un peu comme construire une maison. On ne peut pas commencer par le toit. Il faut d'abord les fondations, puis les murs. Chaque nouvelle avancée s'appuie sur une pyramide de connaissances accumulées avant elle. Pour que ce soit limpide, prenons l'exemple d'une arme nucléaire. Pour en arriver là, il faut d'abord comprendre les atomes, puis maîtriser l'électromagnétisme. Il faut inventer les mathématiques complexes, le calcul infinitésimal. Il faut développer une métallurgie de pointe, avoir de l'électricité, des laboratoires. Bref, chaque étape est absolument indispensable. On ne peut pas sauter directement à la fin. Et c'est précisément là que l'échafaudage semble manquer. Comme le souligne très bien le docteur Mayank Vaya, pour avoir des fusées ou de la chirurgie de pointe, il faut tout l'écosystème qui va avec. Des usines, des universités, des labos. Et de cet immense réseau industriel et scientifique, eh bien, les archives archéologiques ne montrent aucune trace. Alors, on se retrouve avec deux points de vue qui s'opposent. Comment on fait pour naviguer là-dedans? La clé, c'est peut-être de comprendre comment l'histoire se construit, comment les historiens mènent l'enquête sur notre passé. Déjà, premier point, toutes les sources ne se valent pas, loin de là. Une source primaire, comme la lettre d'un soldat qui était sur le champ de bataille, c'est généralement bien plus fiable qu'un texte de propagande. Un bon exemple de ça, c'est le mythe sur la petite taille de Napoléon, inventé par ses ennemis pour le décrédibiliser. Mais là où ça se corse vraiment, c'est quand même les témoins directs, les gens qui étaient sur place se contredisent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Prenons un cas d'école, le siège de Fort William Henry en Amérique du Nord. Si on lit les lettres des soldats français, on a une version de l'histoire. Mais si on lit celle des soldats britanniques, on a une version complètement différente. Chaque camp a raconté les faits à son avantage, et ça laisse aux historiens la tâche très compliquée de démêler le vrai du faux. Et c'est là que le rôle des historiens devient crucial. Comme le dit The Cynical Historian, en déconstruisant les mythes et en analysant les sources avec un œil critique, on peut proposer un récit du passé qui est plus nuancé, plus complexe et souvent bien plus intéressant. Alors, comment on fait pour réconcilier ces deux visions? Peut-être qu'il faut faire une distinction claire entre les affirmations les plus spectaculaires et les contributions réelles et durables de l'Inde ancienne. Des contributions qui, elles, sont reconnues par tout le monde. Ce tableau résume parfaitement ce fossé. D'un côté, on a des affirmations extraordinaires, les voyages interplanétaires, la mécanique quantique, pour lesquels on peine à trouver des preuves matérielles. Et de l'autre, un héritage monumental, absolument incontestable. Le yoga et l'Ayurveda, évidemment, mais surtout le système décimal. Sans lui, pas d'ordinateur aujourd'hui. Et on pourrait aussi parler de l'acier de Woods ou d'écoles de philosophie d'une rigueur intellectuelle incroyable. Pour conclure, il faut se demander pourquoi est-ce que ce débat est si présent, si vif aujourd'hui? En fait, c'est lié à des dynamiques très contemporaines. Le premier facteur, c'est la diaspora indienne, qui est l'une des plus importantes et des plus influentes au monde. Cette communauté mondiale, super connectée, agit comme un formidable porte-voix pour ses récits et pour la réévaluation de son propre héritage culturel.
Le deuxième facteur, c'est l'Inde elle-même, qui est devenue un vrai géant des médias. Sa croissance est fulgurante et ça agit comme un mégaphone. Les idées et les histoires qui sont populaires en Inde ne restent plus confinées là-bas, elles sont projetées sur la scène mondiale avec une force complètement inédite. Et enfin, il y a la révolution numérique, bien sûr. Des textes très anciens comme le Rig Veda qu'on voit ici étaient autrefois réservés à une poignée d'érudits. Aujourd'hui, ils sont à portée de clic. N'importe qui peut y accéder, les lire, les interpréter et participer au débat mondial en contournant les gardiens traditionnels du savoir. Ce qui nous amène à la question finale. Dans ce monde hyper connecté où les récits anciens voyagent à la vitesse de la lumière, la vraie question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé. La question c'est qui a le pouvoir de définir ce que l'on va retenir comme l'histoire? Une question qui, pour l'instant, reste grande ouverte.